tous les constructeurs automobiles ne vont pas réussir à franchir le pas, même s'ils investissent, ils cherchent à le faire. Par ailleurs, comme on a un marché dont la croissance a ralenti et dans certains pays même qui a décru, on a une guerre des prix pour préserver les parts de marché. Et on voit bien qu'il y a des constructeurs qui ne vont pas pouvoir supporter les baisses de 10 000 ou de 12 000 euros sur un véhicule. On voit que Tesla, qui a été le numéro 1, qui est parfois encore le numéro 1, ça se dispute avec BYD, vient d'annoncer le licenciement d'au moins de plus de 10% de ses salariés. Donc ça veut dire que il va y avoir des morts dans l'industrie, et peut-être que je me trompe, hein, et que le choc pour les constructeurs, notamment traditionnels, il est loin d'être surmonté et c'est loin d'être terminé. Vous voyez les choses comment c'est difficile d'imaginer, avec les nouveaux entrants chinois, avec la guerre des prix dont vous venez de parler, que tous les constructeurs réussissent à survivre et à s'en sortir. Oui, alors c'est une question complexe. Hein, quand on regarde d'un point de vue macro les choses, j'allais dire, on voit clairement aujourd'hui des constructeurs chinois qui ont un temps d'avance, hein, et puis qui profitent d'un marché national qui est énorme et qui leur permet des courbes d'apprentissage et de réduction de coûts beaucoup plus rapides que n'importe quel autre marché. Parce que je parlais de marché européen, 13 millions, 14 millions de voitures. Le marché américain, c'est à peu près la même taille. Hein. Donc ces gens-là jouent sur des marchés qui sont presque 2 fois inférieurs au marché chinois. Alors, donc ça, c'est un vrai sujet. Après, d'un point de vue macro, les plus en avance, donc c'est les constructeurs chinois, c'est clair. Et les constructeurs chinois, il y a ceux qui existent aujourd'hui, ceux qui vraiment avec de vraies usines, de vraies voitures et qui vendent des dizaines de milliers de voitures en Chine. BYD, Il y a ceux, SAIC, il y a ceux qui existent sur les présentations PowerPoint, il y en a encore un paquet qui ne sont pas encore sur le marché, qui viendront peut-être demain et qui arriveront peut-être aussi à faire des... Il y a beaucoup de startups en Chine. Hein. Il n'y a pas que des gens qui ont Oui, dans mes commencé à souvenirs, il y avait fabriquer des des centaines de voitures. constructeurs de voitures électriques. Voilà. Il y en a 3 fois plus qu'en Europe, en gros. Hein. Donc, Alors, il y en a ça moins. vit, Le voilà. Et gouvernement ça voulait- vit, ça baisse, et certaines font faillite, et puis d'autres se créent, et puis voilà. Bon. Les plus en retard aujourd'hui là-dessus, c'est les constructeurs japonais, d'un point de vue macro. Je dirais que Qui ont fait derrière... un choix stratégique un petit peu différent. Ouais, je dirais que Donc, qui est derrière... l'hybride pour Toyota, qui a fait ce genre de choses-là. Toyota avait remplacé le diesel par l'hybride il y a des années. Il n'y a eu plus pas de motorisation de diesel chez Toyota, mais il n'y a que de l'essence ou du full hybride. Et ça, c'était un vrai parti pris très intelligent et qui a fait le succès de Toyota ces dernières années, qui a réussi à franchir la barre des 5%, qui était son plafond de verre en France, avec ça, et qui a été copié par Renault, qui a dépassé Toyota en France avec les véhicules full hybride. Mais donc les Japonais plutôt en retard aujourd'hui sur les véhicules électriques, les Américains aussi, hein, parce que bon, à part Tesla, en dehors de Tesla. Ouais, voilà, à part Tesla, les autres, ils ont une offre. Ils sont plus vraiment en Europe, hein, donc on ignore aussi ce qu'ils sont capables de mettre sur le marché. Et les Européens, les marchés croissent. Alors pas les marchés européens et américains qui sont plutôt matures à leur niveau, mais vous avez des demandes en Inde, des demandes au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Russie, au Brésil, en Argentine, un peu partout. Donc j'allais dire, le terrain de jeu augmente. La production mondiale de voitures, l'an dernier, je ne sais pas combien elle était, peut-être à 80 millions, mais on imagine projette que qu'elle ça pourrait peut atteindre 100 remonter. millions. Ouais. Voilà, 100 millions. Donc ça laisse aussi des espaces de respiration pour permettre aux constructeurs déjà présents et à ceux qui veulent s'implanter d'arriver à faire leurs chiffres. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut aller vers là et il ne faut pas se contenter de combattre cette évolution vers des véhicules plus sobres en émissions de carbone, parce que je pense que ce sont des tendances qui, dans la société, en tout cas européenne développée, américaine développée, sont de fond et ne seront pas vraiment remises en cause. Quoi. Pour finir sur les constructeurs, avant de passer donc sur les sociétés européennes face à la transition dans la mobilité, on pourra peut-être conclure autour de ça, mais avant ça,
les constructeurs automobiles européens, et japonais aussi, dans une moindre mesure américains, avaient, quand on était quand on était sur le thermique et les technologies thermiques, une avance technologique, une domination technologique, et après des marques qui étaient extrêmement solides et extrêmement implantées. Et la mutation vers l'électrique leur a fait perdre tout cela, on va dire. Ce qui explique, à mon sens, leur réticence et leur difficulté à passer d'un monde où ils étaient dominants. Alors, il y a un parallèle qui, à mon avis, est un peu rapide avec l'industrie photographique, si vous voulez. Quand on est passé de la photographie argentique à la photographie numérique, Kodak était le numéro 1 mondial. Il savait bien qu'il y avait un passage au numérique, mais il n'a jamais pu devenir sur le numérique ce qu'il était sur l'argentique, et d'ailleurs, à un moment donné, il a fait faillite. Enfin, voilà. Et quand vous regardez Fujifilm, l'évolution a été différente, même s'ils l'ont un peu plus accompagné et ils sont un peu plus sur le numérique. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que vous le vouliez ou non, les grands constructeurs traditionnels emblématiques en Europe, quels que soient leurs efforts, ils seront plus tout à fait dans le monde de l'électrique qu'ils étaient dans le monde du thermique. Alors, intéressant ce que vous dites, parce que donc Kodak, on dit que Kodak a inventé le numérique, hein, et puis continue à vendre des brevets, en fait, et vit de ça, quoi. Mais ça a été effectivement... Mais Kodak s'est accroché. C'est assez... Quand je faisais mes études, vous aviez les mappings à la BCG très classiques, vous saviez, avec les vaches à lait, etc. Bon. Et en fait, ce que Kodak a fait, c'est essayer de traire sa vache pendant très longtemps, quoi. Jusqu'au bout. Et puis jusqu'au bout, puis la vache s'est tarie. Et puis, il n'avait pas d'autres sources de bénéfices. Sources de revenus. Ouais. Et les Européens, d'une certaine manière, les Américains sont un peu accrochés à ça, quoi, hein, le plus longtemps possible. Parce que sur des technologies éprouvées, où ils maîtrisaient les coûts, qui était une vraie barrière à l'entrée, parce que régulièrement, on passait de Euro 5 à Euro 6 à Euro 7. Maintenant, ça compliquait l'atteinte des objectifs pour des gens qui rentraient sur le marché, avec des moteurs qui étaient plus complexes, qui valaient 2500 € par rapport aux 500 € d'un véhicule électrique, avec des centaines de pièces comparé à des dizaines de pièces, avec des problèmes de fiabilité, de qualité totalement différents. Donc ils sont accrochés, certains, plus que d'autres d'ailleurs, hein, sont accrochés à ces technologies, puis on traite la vache pour servir des résultats extraordinaires, des marges opérationnelles extraordinaires, se servir aussi des rémunérations à leurs dirigeants extraordinaires. Bon, on est là-dedans, quoi. Donc, ces gens-là qui ont fait ça sont des gens qui étaient aussi, pour un certain nombre d'entre eux, en Chine depuis des dizaines d'années, et qui ont vu les Chinois commençaient à fabriquer, à vendre des véhicules électriques en 2008, en 2009, en 2010, C'est-à-dire que la barrière à l'entrée sur l'électrique n'est pas la même que sur le thermique. La barrière, bien sûr que non. Et on parle beaucoup des Chinois, mais il y a d'autres nations. D'ailleurs, on voit l'exemple de Tesla, qui est parti d'une petite boutique et qui est devenu un très grand constructeur, avec les difficultés. Tesla, et les vous avez les Turcs qui essayent de mettre en place aussi leur industrie automobile avec TOG, en octobre 2023, avec un centre de design, etc. Vous avez les Indiens qui réfléchissent à leur technologie. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas présents aujourd'hui dans l'automobile et qui réfléchissent à avoir leur propre offre de véhicules électriques. Les barrières à l'entrée sont moins fortes, c'est sûr. Après, j'allais dire... Quand Carlos Ghosn voulait faire de Renault le Toyota de l'électrique, hein, en référence au succès de Toyota dans l'hybride, voilà, et en disant, une fois qu'on a passé le million de véhicules vendus, on a des effets de série qui font que les prix baissent, et ainsi de suite. Bon, si cette stratégie qu'il avait voulu mettre en place, tôt, ouais. Voilà, avait été... Oui, mais 10 ans trop tôt en Europe, mais c'était... C'était déjà ce qui se passait en Chine. Et donc, j'allais dire, Renault serait un peu plus en avance qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, sur l'électrique, Renault est plutôt pas mal. Mais voilà. Donc, moi, je crois que ce qui va, en dehors du marché européen, ce qui va poser un problème aux constructeurs traditionnels, c'est leur pays de grande exportation.
C'est-à-dire les pays dans lesquels ils s'étaient développés pour augmenter leur volume et Alors leur Chine, profit. États-Unis, Alors il y avait la Chine, parce qu'effectivement en Chine, aujourd'hui, les Chinois, ils achètent des véhicules électriques chinois. chinois. La part de marché de Volkswagen l'an dernier sur l'électrique, je crois en Chine, c'était 2,5. Alors que Volkswagen vendait encore 3 millions de véhicules l'an dernier. 2 ans avant, ils en vendaient 4 millions et ils étaient leaders du marché global. Hein. Bon. Donc en Chine, les Chinois aujourd'hui, ils achètent des véhicules électriques chinois plutôt que des véhicules électriques européens. Et puis, pour d'autres raisons, l'Europe et les États-Unis ont abandonné des pays, l'Iran, la Russie plus récemment. Et même en Afrique, les constructeurs européens sont beaucoup Et moins aujourd'hui, en présents par Russie, rapport tous les constructeurs européens ont été remplacés par des constructeurs chinois. Les Russes roulent dans des voitures. Alors, je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, etc. Ce n'est pas mon sujet, mais je pense que c'est là que va se jouer l'un des problèmes plus que dans leurs marchés nationaux pour les constructeurs européens et américains, c'est leur pays de grande exportation. Les Chinois sont aussi très présents aujourd'hui en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, voilà. Et ils ont, ici on parle d'électrique, dans ces pays-là, ils ont aussi des offres thermiques, qui sont des offres thermiques qui respectent les normes de pollution que ces pays-là mettent en place. Traverser le passage à l'électrique dans les pays en développement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Traverser ça prendra plus de temps, évidemment. la Méditerranée, vous allez en Algérie. En Algérie, vous avez plein de véhicules chinois que vous ne voyez pas ici, qui sont des véhicules thermiques. Mais parce qu'en Algérie, les normes, on accepte des Euro 2, des Euro 3, alors qu'en Europe, il faut être du Euro 6. Donc ça, les Chinois ont aussi. Donc ils vont aussi à la grande exportation avec des véhicules thermiques, pas chers, qu'ils ont appris à fabriquer avec les Européens, qui ont des normes de pollution, des normes de sécurité différentes, adaptées à ces marchés. Et puis derrière, ils viendront aussi avec des véhicules électriques quand ces pays-là seront bons. Tout ça n'est pas très encourageant pour je parle pour l'industrie automobile traditionnelle européenne. Quoi. Oui, mais je crois, je pense que, en fait, on sort d'un siècle de véhicules thermiques, voilà, où pendant plus d'un siècle, il y a des milliards et des milliards d'euros et de dollars qui ont été dépensés en investissement pour améliorer les technologies, etc. Et pendant ce temps-là, on ne faisait rien sur des véhicules avec d'autres technologies, et qu'on va vers un autre siècle, qui est un siècle où on essaye d'avoir des véhicules décarbonés. Et ces milliards qu'on a mis sur le développement de moteurs diesel, de moteurs essence, de technologies, etc., réduire les émissions, les pots catalytiques, l'AdBlue, tous ces milliards-là, ils vont maintenant se déverser sur d'autres technologies décarbonées, et que l'ingénierie européenne, l'ingénierie américaine a des trésors de capacité, d'imagination, voilà, on sait inventer de nouvelles choses. On n'est qu'au début d'un changement de technologie, et donc il va y avoir des améliorations continues. Et là, j'allais dire d'une certaine manière que le meilleur gagne ça veut dire à que conditions égales. Si on n'est pas capable d'innover, on est mort, ouais, ça c'est sûr, ouais, ça c'est évident.